fait que ça se passe comme ça. Voilà. Pourquoi ça veut dire essentiellement comment ça se fait que. Voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça. Voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça dans le monde social et pas autrement. Tu nous fais chier à dire tout le temps. Qui c'est quoi son... Our scholarship and our ideas and our work are tied to bigger ideas than just the truth. I was frightened, and I am still alarmed at the degeneracy of capitalism and the possibility of it becoming a force so destructive that it cannot be endured. Je comprends rien. Et maintenant, allons-y, entamons le premier chapitre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir pour ce stream un peu spécial, un peu exceptionnel, puisque contrairement à d'habitude, on se retrouve pas un mardi, mais un jeudi. Contrairement à d'habitude, on ne va pas lire, mais on va entendre quelqu'un nous parler. Et cette personne qui va se présenter à vous dans très peu de temps, c'est Lionel Cordier. Lionel Cordier, je l'ai invité à parler ce soir parce qu'il s'intéresse aux questions de démocratie, aux questions de représentation, aux questions de vote, à la question du tirage au sort. Il nous expliquera tout ça dans un petit instant. Et il a plusieurs papiers qui sont sortis, universitaires comme non universitaires. On discutera de tout ça sur cette question. Je pense que c'est intéressant de l'écouter parler après une lecture qu'on a fait mardi dernier sur la question du vote, sur la question de la place du vote dans la démocratie, la façon dont tout ça fonctionne, et sur notamment les dispositifs matériels et la façon dont, au-delà des principes, au-delà des grandes idées, en fait, eh bien, l'élection, comment ça fonctionne, à quoi ça sert et quels en sont les dispositifs concrets. Alors, je vais appeler Lionel dans un instant, une transition, voilà, ça c'est l'image que vous allez voir pendant toute l'émission. Je vais vous expliquer juste le concept rapidement, la façon dont ça va se passer. Moi, je vais avoir une discussion d'environ une demi-heure avec Lionel. Et puis après, je prendrai les questions du chat pendant maximum une demi-heure de plus. Donc, on essaiera de finir vers 19h. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit pendant l'émission, n'hésitez pas à les poser. Et puis, moi, je les noterai et ensuite, je les poserai pendant la deuxième partie du panel. On va tout de suite appeler Lionel et puis on va s'y mettre. Bonsoir Lionel, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Alors, j'étais en train d'expliquer au stream ce qu'on allait faire ce soir, qu'on allait se parler pendant une petite demi-heure. Je leur ai évoqué un petit peu le thème de la discussion de ce soir, mais déjà, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, ça va, et toi? Bah écoute, ça va très bien, passez une bonne journée. Alors, je me permets de préciser, comme à chaque fois, je te tutoie parce que on se tutoie dans la vie. Oui. Donc, comme on se connaît. Voilà. Et donc c'est pour ça que je vais te tutoyer, c'est pas par fausse sympathie des internets, c'est juste c'est comme ça qu'on interagit en temps normal. Je te propose qu'on se lance directement, qu'on ne perde pas trop de temps, et du coup ce que je te propose de faire Lionel, c'est d'expliquer, voilà, d'habitude quand je fais un stream en fait sur des lectures, j'explique un peu qui est la personne dont on va parler, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Mais là, quand j'ai des interviews, j'aime bien être feignant et laisser les personnes faire le boulot à ma place. Donc pourquoi est-ce que tu nous dirais pas qui tu es, quel type de sciences politiques tu fais, est-ce que tu te considères comme politiste, sur quoi tu as travaillé, etc. Ok, très bien, je vais faire ça au mieux. Alors, pour donner une idée assez générale, oui, je me considère comme politiste et j'avoue que j'ai une certaine sympathie pour l'idée de discipline, l'idée de sciences politiques comme discipline, même si elle est jamais très très bien définie finalement, mais j'aime bien justement ce flou-là. Moi, j'ai terminé une thèse, voilà, du coup, en sciences politiques
début décembre, donc il y a un peu plus d'un mois. Donc je l'ai soutenu. Donc c'était une thèse à l'université donc de Lyon, Lyon 2 et l'université d'Islande. C'était une co-tutelle. Et du coup, bah voilà, moi j'ai beaucoup bossé sur le terrain islandais. Que j'ai utilisé pour justement pour réfléchir au concept de crise démocratique, à l'idée pour observer, réfléchir sur les mutations de la représentation au XXIe siècle et notamment, c'est pour ça que j'avais choisi l'Islande, l'idée c'était vraiment donc moi je me suis concentré sur l'Islande de 2008 à 2017 parce que le pays a été vraiment touché par la crise financière de 2008. Et l'idée, c'était d'étudier une crise politique dans un pays qui est considéré comme ce qu'on appelle parfois une démocratie avancée, ou disons, voilà, un pays qui normalement, habituellement, est considéré comme un exemple, une référence de ce que serait un bon gouvernement, de ce que serait une bonne société, etc. Et est-ce que toi, ce qui t'a intéressé, c'était spécifiquement l'Islande, ou alors c'était les questions que ce pays te permettait de poser, en fait? Non, ouais, effectivement, moi j'avais des questions qui préexistaient au cas islandais. D'ailleurs, je suis toujours un peu... Ça m'embête toujours d'ailleurs d'être toujours un peu présenté comme l'expert islandais, parce que c'est pas quelque chose que j'ai voulu. Après, bon, moi, c'est un pays qui me fascine. Bien sûr que je l'ai aussi choisi pour ça, parce que c'est un pays que je connaissais pas du tout, qui m'intéressait, dont je voulais apprendre la langue. Mais je fais vraiment un distinguo entre le terrain et et ta question de recherche. Donc, c'était un terrain qui, pour moi, était très intéressant, mais c'était des questions que j'avais déjà avant. Notamment, j'avais fait une année à l'étranger pour mes études. J'étais allé au Brésil. Moi, je suis quelqu'un normalement qui bossait plus sur l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, et j'avais fait déjà des premières recherches sur le budget participatif de Porto Alegre. Donc, en fait, j'avais déjà en tête des réflexions sur comment est-ce que tu t'améliores la représentation politique, voire même est-ce que tu peux t'en passer, est-ce qu'il y a des formes d'agencement du collectif qui peuvent nous permettre de prendre de meilleures décisions. Voilà, c'était des questions que j'ai depuis longtemps, je pense. Et alors, justement, ces questions-là, si on regarde un peu, un truc qu'on aime bien faire un petit peu dans ce stream, c'est de parler un peu de comment on fait en fait de la science, comment on fait des sciences sociales, concrètement ça implique quoi. Toi, t'as fait quoi concrètement dans cette thèse? Est-ce que t'as lu des textes de loi, t'as été faire des entretiens, t'as fait des statistiques, qu'est-ce que t'as fait? Exactement ça. J'ai fait ces trois choses. J'ai utilisé des méthodes assez variées, disons. J'ai réalisé une 50aine d'entretiens en Islande. Donc voilà, avec des gens qui participaient. Alors, moi au début, je m'intéressais beaucoup au processus constitutionnel islandais, c'est-à-dire qu'il y a eu une tentative de réécriture de la constitution islandaise de 1944, et du coup, tu as eu des dispositifs participatifs assez originaux qui ont été utilisés à ce moment-là. Donc moi, j'ai interrogé les organisateurs de ces dispositifs, j'ai interrogé des politiques. Ça, c'était vraiment super d'ailleurs, parce que le terrain islandais, justement, c'est un terrain où c'est très facile d'avoir accès à tes enquêtés, y compris des chefs de parti, des gens qui ont été ministres, parce que c'est 300 000 habitants l'Islande, donc tu as vraiment une grande accessibilité des responsables politiques. Donc j'ai réalisé des entretiens sociologiques, c'était aussi justement pour travailler sur les représentations aussi, de comment est-ce que ces personnes considéraient ce qu'était une bonne démocratie ou ce qu'était un bon régime représentatif. J'ai bossé aussi un peu sur des stats, parce que je regardais alors à la fois je regardais l'Islande a souvent été pris dans des enquêtes, donc les enquêtes ESS ou EVS, donc European Value Survey, European Social Survey, ce qui est super
super parce que c'est un petit pays, mais du coup, c'est un peu un passager clandestin, c'est-à-dire qu'il est dans tout. La plupart du temps, il est compris dans des grandes enquêtes à l'échelle européenne. Et du coup, on peut voir, du coup, on a accès, ce qui est quand même assez fou pour une population de 300 000 habitants. Tu as des données sur l'attachement des Islandais à leur État, enfin voilà, tu as des mesures sur leur attachement à l'État-providence, les degrés de tolérance, etc., etc. Ça, c'est pour la partie aussi, voilà, ça c'était un peu la partie stats. Et tu m'as dit des textes de loi, et effectivement, j'ai aussi regardé des textes de loi, j'ai aussi fouillé. Donc à Reykjavik, la bibliothèque universitaire, c'est aussi la bibliothèque nationale. Et bon, bah, t'as des. Enfin, voilà, là, j'ai fait un travail assez classique. De recherche de sources. Ce qui après, vraiment l'obstacle premier, évidemment, c'était la langue. Donc j'ai appris, j'ai beaucoup suivi de cours d'islandais, pour un résultat d'ailleurs assez, je pense, assez médiocre. Mais ça m'a permis au moins de me débrouiller. C'est-à-dire quand tu vois au moins un texte, tu sais à peu près de quoi il parle. Et puis après, bon, tu fais un travail de traduction plus approfondi, quoi. Alors, bon, je sais pas si ça répond un peu à ce que tu me demandais. Ouais, complètement, ça répond complètement. Je pense que ça donne une idée aussi un petit peu plus claire de, ben voilà, concrètement, qu'est-ce qui se passe, quoi. Quand que c'est pas des réflexions de salon, que t'es pas resté chez toi en te demandant alors l'Islande. Oui, c'est vrai. Oui, ah ouais. Oui, après, moi, je suis pas quelqu'un qui sacralise non plus le terrain. Je pense que. Mais après, c'est une autre forme de réflexion, effectivement. Alors, je te laisserai, du coup, moi je vais éviter le plus possible dans cette discussion de te renvoyer à ce terrain, mais je te laisserai le mobiliser quand tu penseras que c'est intéressant. La question pour laquelle moi je t'ai proposé de venir causer, c'est la question de la crise démocratique, de la crise de la représentation, puis d'un dispositif que tu as étudié qui est le tirage au sort. Alors rapidement, quand toi tu parles de crise démocratique, je ne sais pas si c'est un terme d'ailleurs que tu utilises, parce que c'est moi qui te l'ai proposé, ce terme. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quelles sont les questions qui émergent autour de ce truc-là? Parce que c'est un peu une idée, c'est un peu un espèce de marronnier qui revient régulièrement aussi dans des discours médiatiques, etc. Comment est-ce que toi, tu appréhenderais cette question? Alors, je pense que tu n'as pas dû le choisir par hasard, parce que c'est dans le titre de ma thèse. Du coup, c'est le dernier titre que j'avais trouvé. Du coup, je trouvais que ça fonctionnait bien. Et de fait, ça collait à ma problématique générale. Parce que, alors, c'est vrai qu'on m'a demandé, par exemple, pourquoi je parlais pas de crise de la représentation. Crise de la représentation, ça se raccorde à une multitude de discours qui peuvent être parfois extrêmement différents. Et comme tu le dis, il y a un côté marronnier. C'est un terme qui reste quand même qui peut être assez vague. Du coup, moi, j'ai précisé en utilisant ce concept de crise démocratique parce que, alors pour moi, ce que j'appelle la crise démocratique, c'est une sous-catégorie de la crise politique. Donc une crise politique, à la limite, je pense qu'à peu près tout le monde voit ce que ça peut être. Dans le cas islandais, et du coup, voilà, je mobilise mon terrain. Dans le cas islandais, c'est une démission de gouvernement, d'un gouvernement suite à des manifestations. Donc les personnes viennent tous les samedis manifester devant le Parlement, elles réclament la démission du Premier ministre, du directeur de la Banque centrale, et elles finissent par l'obtenir. Donc, tu as des élections anticipées, et ce qui était intéressant, c'est que, notamment dans le cas islandais, tu as eu d'autres démissions, en 2016 et 2017, tu as eu d'autres démissions forcées, aussi à cause notamment d'une pression de la rue, enfin du mouvement social. Donc déjà, voilà, là j'avais une crise politique assez classique, une lutte pour l'accès aux ressources économiques et symboliques, pour l'accès à l'appareil institutionnel, voilà, tout ce qu'on veut. Après, ce qui m'intéressait, donc comme je te l'ai dit au début, c'était cette idée de l'Islande comme démocratie avancée ou démocratie modèle, et du coup ce que je voulais aborder, c'était
à travers ce processus constitutionnel et cette idée de réécrire la Constitution et de tout un autre tas, parce que tu as eu aussi des jugements, tu as eu une commission d'investigation. C'est-à-dire qu'après 2008, tout le monde s'est demandé, il y a vraiment comment ça se fait comment ça se fait que la classe politique nous a menés jusqu'ici, comment ça se fait que les politiques n'ont pas été capables de nous protéger et ont mis le pays en quasi-faillite. Et du coup, il y avait aussi toute une réflexion à la fois d'acteurs du mouvement social, d'acteurs institutionnels sur qu'est-ce que c'est de bons représentants, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ce serait une bonne représentation démocratique. Donc pour moi, une crise démocratique, c'est une crise politique qui comprend aussi des luttes sur ce qu'est l'idéal démocratique, ce qu'est censé être une démocratie. Et du coup, Du coup, tu percevais ça notamment dans les processus participatifs, sur l'usage du tirage au sort, sur la constituante de 25 personnes qui avait été élue par un vote, alors c'est le vote SVT, Single Transferable Vote. Donc c'est un mode d'élection assez particulier. C'était des gens qui n'étaient pas... Enfin, tu pouvais pas faire partie de la constituante si tu faisais partie de la classe politique. Donc voilà, j'espère que je m'éparpille pas trop, juste pour revenir à la définition du concept. Donc voilà, disons que la crise démocratique, c'est une crise politique où les acteurs luttent aussi sur leur définition de ce qu'est une démocratie. Voilà, oui, une démocratie, on va rester là, je pense que c'est bien. Alors ça, c'est justement le sujet, à mon avis, qui est très intéressant dans ton travail. Tu prépares en ce moment d'ailleurs un numéro de revue. Tu nous diras quand il paraîtra, ou si tu sais déjà quand il paraîtra, sur la question du tirage au sort. Oui. C'est ce travail, cette réflexion en fait que tu as sur les dispositifs en fait qui sont mis en place pour améliorer la démocratie ou la rendre plus directe. Et tu cites là tu as cité le système de vote Single Transferable Vote. Tu parles aussi de tirage au sort. Tu parles aussi de démocratie directe dans des termes plus généraux, et tu as une partie de ton papier où tu dis qu'il y a plusieurs phases de cette démocratie participative dans les années 80-90 et une autre qui est plus contemporaine. Et ça a l'air d'être très intéressant, très important la façon dont tu montres comment les gens pensent en fait à ce truc-là de la démocratie participative. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ? Oui, alors je peux te répondre un peu là-dessus. Après, je vais peut-être plus te renvoyer au travail peut-être d'autres personnes. Ouais, ça se fait. Je pense parce que... alors oui, on va faire une chose à la fois. Alors oui, le dossier qu'on fait pour raisons politiques, j'espère qu'il paraîtra pour le mois de mai. Donc normalement, voilà, il devrait bientôt paraître. Et donc effectivement, j'ai traité de cette question de l'usage du tirage au sort dans le cas islandais, mais dans une optique plus générale, justement, de l'usage du tirage au sort comme évitement de la conflictualité sociale. Alors après, sur l'usage du tirage au sort dans la démocratie participative, effectivement, tu as raison, il y a et je pense que c'est pas par hasard aussi que tu voulais en discuter. Le tirage au sort est revenu au centre des questions, je pense, depuis déjà au moins une dizaine d'années dans la sphère publique. Il était déjà présent avant aussi, et du coup, les vagues dont tu parles, alors il y a plusieurs choses peut-être. Je pense que tu as dû voir, moi je parlais vraiment des vagues justement du tirage au sort, donc l'usage du tirage au sort pour la démocratie participative. Donc ça, tu as une première vague. Donc en fait, c'est surtout c'est Yves Saint-Omer et Dimitri Courant qui ont fait un article dessus. Moi, je sais pas en détail exactement, mais en gros, eux, ce qu'ils défendent, c'est que tu as eu une première vague d'usage du tirage au sort dans les années 80-90, qui était plutôt à un échelon local, vraiment très très assez petit, et après à partir des années 2000 tu commences à avoir un usage plus ambitieux, et y compris à l'échelle d'État,
Ce qui est intéressant, alors moi c'est pour ça que le cas islandais m'avait intéressé au départ, c'est parce que le Forum national, donc ça c'était l'assemblée tirée au sort de 2000 citoyens, c'était la première fois que tu avais ça à l'échelle d'un État. Tu avais eu une expérience avant en Colombie-Britannique, mais du coup là c'était une province du Canada, et ça c'était pour une réforme de la loi électorale. Mais sinon à une échelle aussi grande tu n'avais pas. Et depuis le cas islandais, évidemment, tu as eu d'autres cas beaucoup plus même plus intéressants sur le tirage au sort même, donc qui sont le cas irlandais notamment, et même le cas français, parce que du coup avec la Convention citoyenne pour le climat, tu as eu un usage extensif aussi du tirage au sort. Donc ça c'est pour l'évolution de l'usage du tirage au sort. Après pour parler de la démocratie participative même, alors c'est intéressant parce que je pense qu'il y a eu je sais pas, au niveau des vagues, je sais pas exactement, parce que je pense que les vagues dont tu parlais, c'était pour le tirage au sort. Pour la démocratie participative, t'as eu c'est vraiment apparu, je pense, dans les années 70, tu as eu des premiers courants qui venaient de la base, justement, du mouvement social, mais je pense que ça vient plutôt des États-Unis, si je dis pas de bêtises. Et ce qui s'est passé, tu as eu une deuxième vague pour le coup, pareil, je pense, années 80-90. Et vraiment, enfin, on se souvient, je pense, de Ségolène Royal qui avait vraiment utilisé ça aussi comme un argument de campagne. Où cette fois, du coup, la démocratie participative, c'est plus un processus qui vient de la base, mais plutôt du haut, donc qui est utilisé par les institutions politiques, souvent justement pour justifier, pour légitimer leurs décisions. Donc avec cette idée que voilà, on vous a demandé votre avis, on a fait un jury de citoyens de je sais pas tel ou tel village, donc ça veut dire qu'on peut construire une autoroute à cet endroit-là, quoi. Donc il y a pas le même usage qui a été fait. Je suis pas assez au courant des débuts de la démocratie participative, mais à mon avis il y a des choses très intéressantes justement dans le peut-être le community organizing, peut-être Julien Talpin, je pense, connaît mieux ce genre de choses d'ailleurs, à mon avis. Alors, pour aller dans toi, ce que tu connais le mieux, dans les cas que tu as étudiés, notamment celui de l'Islande, c'est celui sur lequel tu as le plus bossé, pourquoi il y a eu cette envie de mettre en place des systèmes de tirage au sort? Qu'est-ce que c'est censé améliorer? Qu'est-ce que c'est censé régler comme problème? Et à quoi ça sert enfin? Alors, attends, je viens de manger une clémentine. Bon appétit. Voilà, c'est bon. Alors, pourquoi le tirage au sort a été utilisé en Islande? Justement, en fait, c'est la question vraiment avec laquelle je suis venu, et ça a été assez compliqué d'y répondre. Et ça a été la source notamment de cet article. C'est que, comment dire, en France et dans les pays anglophones, t'as vraiment toute une littérature de théorie politique, de philosophie politique maintenant qui est extrêmement vivace jusqu'à aujourd'hui sur voilà, le tirage au sort, ça vient des Athéniens, je sais pas, t'as Rancière et la haine de la démocratie qui parle du tirage au sort. Enfin, il y a vraiment, voilà, il y a une grande théorisation de ce qu'est des avantages du tirage au sort et en quoi le tirage au sort serait plus démocratique, voire serait lié, je sais pas moi, à la pensée anarchiste par exemple. Ce qui était très marrant pour moi, et sur le coup, c'est vrai que ça c'était un effet du terrain, c'est de découvrir qu'en Islande, il n'y avait pas du tout... c'était complètement absent, quoi. Il y avait pas de réflexion dans la sphère politique, la sphère publique même sur le tirage au sort, comme à la limite ce que nous, on a eu en France avec Étienne Chouard et tout. ça n'existait pas... ça n'existait pas en Islande, c'était pas du tout une préoccupation. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que pour le cas islandais, ça venait vraiment plutôt... alors il y avait plusieurs soucis. Il y avait le souci d'avoir un échantillon représentatif, donc disons une assemblée qui représenterait la diversité islandaise. Et donc il y avait à la fois donc cette influence peut-être plutôt du savoir-faire sondagier. Donc en fait c'est plutôt des gens notamment qui savaient faire des sondages qui ont été appelés pour organiser ce forum national. Et tout simplement des techniques managériales, c'est-à-dire
de l'organisation de brainstorming dans les entreprises, où du coup, alors non seulement l'échantillon représentatif, ça à la limite, c'est des savoir-faire de sondagieux, et après, toute la technique d'organisation du débat, de la conversation, de donner des idées, ça, c'était des savoir-faire qui venaient de profs de management et d'un savoir-faire managérial qui s'utilise dans les entreprises. C'était pas du tout... C'est ça qui était très intéressant pour moi, c'est que ça venait pas du tout de réflexion... je sais pas moi, sur le bon débat politique, sur les Athéniens ou que sais-je. Voilà. Mais cela dit, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui ressemble, enfin tu me détromperas si j'ai tort, dans le côté, et qu'on retrouve un petit peu chez les partisans, par exemple, tu as cité Étienne Chouard, chez les partisans de ce type de mesure, qui consiste à dire, et c'est un truc qui est vraiment sur lequel c'est la thèse de ton papier en fait, sur le fait qu'en réalité il y a cette idée que oui, c'est la démocratie représentative qui fait qu'on n'est pas d'accord, qui fait qu'on se fout sur la gueule, qui fait qu'on n'a pas les mêmes intérêts, qu'on n'a pas une espèce de super intérêt général qui émerge comme ça. Et en mettant en place ce type de procédure, on va pouvoir avoir une démocratie pacifiée. Et cette idée-là... voire même une démocratie parfaite, où il y a l'idée c'est ça. Bon, mais ça, à la limite, c'est drôle, parce qu'il y avait un peu la même chose pour les défenseurs du revenu universel. Le tirage au sort, c'est un peu le pendant politique, avec cette idée que une fois que tu vas le mettre le tirage au sort, tout sera résolu. Donc il y a une idée, c'est presque eschatologique, il y a l'idée de une fois qu'on aura fait ça, tout sera résolu, tout sera pacifié, tout fonctionnera. Et juste pour clarifier, tu as dit eschatologique. Hein. Comment ? Il y avait un « et » au début du mot, on est bien d'accord. Ah oui. Oui, ok, autant pour moi, désolé. Donc, qui a à voir avec un discours de la fin du monde, en fait. Voilà, mais du coup, de résolution finale, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Désolé. Donc vas-y, je te redonne immédiatement la parole, excuse-moi. Non. Alors oui, effectivement, mais ça justement, ça va être un autre article qui va apparaître dans la revue que je coordonne. T'as un article qui va apparaître d'Yves Saint-Omer et Nabila Abbas sur ce qu'ils appellent les 3 imaginaires du tirage au sort. Et je pense que ça va être très très intéressant parce que l'idée c'est que effectivement tu as une partie des défenseurs du tirage au sort, donc notamment effectivement les chouardistes, qui ont cette vue de ce que j'appelle citoyenniste. Alors citoyenniste, le citoyennisme, c'est un terme que j'ai repiqué à Samuel Hayat, qui lui-même l'a piqué, je crois, au milieu libertaire, qui est cette idée que c'est l'idée de lire la société de façon assez atomisée ou en ignorant beaucoup des rapports des rapports de force, des relations de domination sociale, donc que ce soit par le genre, la race, la classe, et de croire que voilà, on sera un peu tous à égalité, et les dispositifs participatifs idéaux, donc le tirage au sort, mais aussi par exemple le RIC, parce que Samuel Hayat notamment avait réagi à ça au RIC, donc le référendum, c'est des outils idéaux, c'est des outils qui vont nous permettre d'atteindre finalement une certaine perfection de l'expression collective. Et après ça, il n'y aura plus de conflit. Voilà, c'était ça. Donc, pour revenir un peu à ta première réflexion, il y a cette croyance, et c'est ça qui était trop marrant pour moi, parce qu'elle se retrouvait autant, alors que tu vois, chez les chouardistes, chez certains gilets jaunes, que chez des managers, et donc en fait peut-être aussi chez des gens de LREM, c'est que y avait cette croyance que le conflit, c'est juste un malentendu. Le conflit social, le conflit politique, c'est juste un malentendu. C'est juste qu'on ne sait pas comment échanger nos arguments. Il y a une mauvaise organisation que ce soit de la représentation, d'une assemblée, du collectif. Et le jour où on aura trouvé la bonne façon d'organiser le débat politique, ce jour-là, on pourra tous se mettre d'accord. On pourra trouver un terrain d'entente commune, et on pourra trouver, du coup c'est un peu la fin du politique, hein. Je crois d'ailleurs que Saint-Omer et Abbas parlent d'une pensée impolitique. C'est
il y a une solution commune, donc du coup, il y a plus vraiment de débat. C'est-à-dire qu'on arrive à un point de consensus et voilà, c'est terminé. Je sais pas si ça répond. Ouais, complètement. Et à côté de ça, en fait, il y a et c'est marrant parce que là, donc je reviens à la lecture qu'on a faite mardi dernier sur Garrigou, qui montre comment on passe d'une conception comme ça idéaliste du vote à des problèmes très concrets, des problèmes de quelle boîte on va utiliser, à quelle heure on va dire aux gens de fermer la porte, qu'est-ce qu'on va donner aux gens à bouffer, etc. Voilà, concrètement, et peut-être on peut finir là-dessus, sauter la question du RIC parce que tu l'as déjà répondu, et puis la question du conflit. Concrètement, comment ça s'est passé, comment ça s'est organisé, qui étaient les acteurs matériellement engagés dans ce processus, une fois qu'on regarde un petit peu on soulève un petit peu le couvercle de la machine ou le capot de la machine. Oui, alors je me souviens pas en détail de tous les de tout le processus, hein, donc Oui, bien sûr. mais alors en gros, comment on peut dire? Alors, t'avais je sais pas à quel point tu veux que je rentre dans les. Non, dans les généralités quand même. T'es pas obligé de me dire le nom du gars. Ça, c'est présent dans le papier. Hein. T'as le nom du type, d'où il vient, oui, c'est quelle ça, boîte c'est il a vrai que je bossé, donne le etc. nom des organisateurs. Oui, effectivement. Oui, et T'as c'est les vrai gens que ça, diront c'est ça quelque en chose. anglais. Et c'est vrai que j'ai voulu le faire, comme tu dis, parce que souvent, quand je lisais, y compris, tu vois, des trucs sur la Convention citoyenne pour le climat ou quoi, je le voyais pas apparaître. Alors que pour moi, c'est clé, quoi. C'est vraiment important de voir, bah tiens, par exemple, les gens qui gèrent le débat pour la Convention citoyenne, d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils ont déjà bossé pour des entreprises ou quoi? Et pour le Forum national islandais, bah, c'était ça, c'était donc Agora, c'était une entreprise. Alors, ils se définissent voilà, comme une entreprise qui promeut le crowdsourcing, enfin, en fait, qui promeut c'est de l'ingénierie participative, quoi, c'est ça. Où du coup, bah, ils te disent, pour le Forum national, tu avais, je sais plus combien, une centaine de tables avec 5 personnes autour de la table. Et tu avais différentes phases dans la journée, parce que ça a duré qu'une journée, hein, donc c'est pour ça que ça restait une expérience assez petite, dans le temps en tout cas, où les personnes, donc tu avais différents moments dans la journée. Les personnes soit disaient juste, inscrivaient des mots sur des papiers, inscrivaient des valeurs qu'ils voulaient voir apparaître dans la nouvelle constitution, et puis à la fin, tu as eu un document comme ça de 700 pages avec des recommandations de ce qu'ils voudraient voir apparaître. Et alors, c'est vraiment un album à la Prévert, c'est-à-dire que sur 700 pages, après, donc les organisateurs ont essayé de trier et d'organiser ça, mais tu as tout et rien, c'est-à-dire que tu as des phrases qui sont la protection du droit le droit des animaux, par exemple, une autre phrase qui va être je souhaite que les politiques ne puissent pas faire plus de 2 mandats, voilà. Donc ça, c'est pour te donner une idée à peu près de la production, dont on n'est même pas sûr vraiment qu'elle a aidé ensuite vraiment à la rédaction du texte. Hein. Et au niveau de l'organisation, donc je t'ai parlé d'Agora. Là, en fait, Agora, c'était tout le versant technique, donc c'était des gens qui venaient notamment, effectivement, qui avaient des savoir-faire pour les sondages d'opinion. Et tu avais un versant plus... parce que c'est comme ça que ça avait commencé, c'était une association en fait, qui s'appelait La Fourmilière, et qui voulait être, comme il disait, qui voulait être proactive par rapport aux manifestants qui étaient dans la rue, c'est-à-dire qu'eux, ils disaient construire quelque chose, et du coup, ils avaient déjà fait une première expérience 1 an avant d'assemblée tirée au sort, et ça avait fait parler, il y avait eu une certaine couverture médiatique, et ensuite ils l'ont refait 1 an plus tard, cette fois avec le soutien économique du gouvernement. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments que tu voudrais savoir par rapport à ça, peut-être sur le tirage au sort même. Du coup, le tirage au sort était réalisé sur les listes électorales islandaises, et tu avais trois, comment dire, ce qu'ils voulaient, c'était respecter la parité, donc avoir 50% d'hommes, 50% de femmes, et respecter aussi la représentativité au niveau de l'origine, c'est-à-dire que faire en sorte que toutes les circonscriptions de l'Islande soient représentées, et que toutes les classes d'âge soient représentées. Ça, pour moi, c'est des éléments toujours intéressants à regarder. Pourquoi ? Parce que ça donne des indices aussi sur qu'est-ce qui est important
pour les organisateurs? Quelles sont les dimensions de, je sais pas comment on va dire, de l'identité sociale qui sont importantes? Pour eux, c'était, il faut que les femmes, il faut que, voilà, ça c'est normal parce qu'en Islande, à la limite, tout le monde se dit féministe. Il y a aussi des efforts qui sont faits, notamment justement pour l'Islande rurale, pour penser cette représentation-là. Et après, donc voilà, tu avais l'âge aussi, mais tu vois qu'il n'y avait pas de quota, par exemple, sur la profession, sur le revenu. Donc ça, c'était pas pensé. Pour la Convention citoyenne pour la France, par contre, il me semble qu'il y avait il y avait un peu plus de règles dans la constitution de l'échantillon. Merci beaucoup. Moi, j'ai d'autres questions que j'aimerais te poser, mais là, ça fait déjà 35 minutes qu'on cause et il y a plusieurs questions du chat, donc je te propose qu'on passe à ça. Et puis, ça te permettra de développer, je pense, plusieurs sujets importants. Ouais, super. Alors, je commence avec la première question. Alors, il y a des questions un peu longues et des questions un peu plus courtes. Une question qui vient de Popiton des Plaines, qui dit... Quelle importance donnes-tu au mode de scrutin dans le cadre d'une crise représentative ou démocratique? Par exemple, si en France on élisait le président au jugement majoritaire et l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel, est-ce que ça serait suffisant pour résoudre les problèmes de la démocratie française? S'il y a des questions sur lesquelles tu penses que tu n'es pas légitime ou compétent à répondre, tu peux aussi dire « je pense que je ne suis pas légitime ou compétent à répondre à cette question ». C'est parfaitement acceptable. Non, non, je pense pas. je vais faire mon... Comment dire comment Je vais faire mon éditorialiste de CNews, je vais donner mon avis sur tout. Non, mais plus sérieusement, enfin ça, je pense que c'est une question quand même qui est relativement... après, elle est très large. Comment Moi, je pense que ce sera jamais... Justement, ce que je disais... moi, c'est vrai que je crois pas que... je pense pas que juste les outils participatifs, la façon d'organiser des élections, ça puisse résoudre ou ça puisse donner, je sais même pas ce que ça donnerait, du coup, un régime collectif parfait. C'est pas possible. Tant que tu as tant que tu as des lignes de fracture, tant que tu as des rapports de domination dans l'espace social, tu peux pas. Donc voilà. Après, pour répondre, oui, je pense que ce serait une bonne chose que l'Assemblée nationale soit élue à la proportionnelle, par exemple. Et je pense, de toute façon, c'est évident dans le cas français on part de tellement loin qu'on a déjà plein de choses à faire. Vraiment, déjà au niveau de l'équilibre des institutions, de réduire la macrocéphalie de l'exécutif, quoi, de réduire la place du président, d'augmenter celle de l'Assemblée nationale, d'utiliser la proportionnelle. Ouais, non, oui, moi, c'est des propositions que je soutiens de toute façon. Après, à long terme, effectivement, c'est des premiers pas, quoi. Une question qui va permettre de clarifier, je pense, les termes, qui nous vient de Azufel le Fourbe. Les gens ont des pseudos merveilleux sur Twitch. J'adore, ouais. C'est peut-être une question bête, mais est-ce que la démocratie peut être autre chose que participative? Oula. Oui, parce qu'il y en a qui vont parler de démocratie délibérative, de démocratie directe. Donc en fait, c'est vrai que quand on parle de démocratie participative, oui, c'est vrai que l'expression peut faire sourire à mon avis, parce qu'effectivement, c'est un peu bizarre finalement de parler de participation. Je veux dire, en soi, effectivement, tout régime démocratique implique une participation. Mais du coup, c'est vrai que quand on parle de démocratie participative en sciences politiques, c'est cette idée il y a cette idée aussi d'augmentation de la participation, ou de plus grande, comment on pourrait dire, de plus grande inclusion, d'avoir des dispositifs qui permettent aux citoyens de participer davantage. Je sais pas trop comment dire ça. Est-ce que tu penses que c'est un concept qui est justement suffisant? Parce que finalement, revendiqué à la fois par quelqu'un comme Étienne Chouard, revendiqué par... pardon, Madame Royal, mais une personne qui vient quand même de un peu la nomenclatura du PS, disons, revendiqué par un processus
plus ou moins révolutionnaires en Islande, Oui. etc. Ou par des community organizers aux États-Unis ou à Porto Alegre, etc. Est-ce que c'est autre chose qu'un mot valise en fait ce truc-là? Non, je suis assez d'accord. Je pense que c'est plutôt un mot valise aujourd'hui. Après, un mot valise, ça veut pas dire que ça veut dire tout et rien. Ça désigne quand même un ensemble de dispositifs, quoi. Mais par contre, effectivement, c'est pas un mot. Enfin, je pense que c'est un mot qui a perdu toute sa, à la limite, la radicalité potentielle qu'il pouvait avoir, elle a été perdue, quoi, à l'évidence. Et je pense d'ailleurs que c'est un peu ce qui se passe aussi avec le tirage au sort en soi. C'est aussi un mot qui, à mon avis, enfin, lui revoit un dispositif précis, hein, mais vu les usages qui en sont faits, et à mon avis, ceux qui vont en être faits de plus en plus, on l'a déjà vu d'ailleurs, je pense, avec le tirage au sort pour le vaccin, là, pour cette histoire de vaccination. Enfin, on voit que c'est un dispositif de toute façon qui peut être facilement réapproprié par le pouvoir. Donc c'est pas des termes effectivement, je pense que c'est pas des termes qui ont une très grande radicalité politique aujourd'hui. Ça pouvait l'être peut-être dans les années 80-90, mais aujourd'hui, je pense qu'ils se sont assez évidés, quoi. Ouais, je pense que c'est assez clair, ça. Alors je saute 2 ou 3 questions auxquelles soit qui sont des reformulations de questions déjà posées ou alors Ouais. auxquelles je pense que tu as déjà répondu. Une question intéressante qui est posée par Mnemtok qui dit: j'avais écouté une conférence de Clément Viktorovitch sur les débats participatifs. Un point frappant était que dans ce genre d'exercice, ce sont toujours les mêmes types de personnes qui participent activement, diplômés et CSP+, et les classes populaires ont tendance à se censurer. Est-ce que ça ne serait pas le même problème avec le tirage au sort? Oui, complètement. C'est vraiment. Mais ça, alors. Du coup, c'est vraiment des problèmes aussi auxquels essaient de penser les politistes, hein, justement comment est-ce qu'on peut résoudre ça. Et ouais, c'est à double tranchant, effectivement. Alors même dans les assemblées tirées au sort, on a ce problème aussi parce que en fait, il n'y a pas. Alors ça, c'est intéressant. Le tirage au sort, c'est pas que du tirage au sort. Souvent, ça inclut aussi ce qu'on appelle. Alors, c'est une autre procédure de sélection, hein, qu'on va appeler de l'autosélection. L'autosélection, c'est tout bête, le mot parle par lui-même, c'est-à-dire c'est de se choisir soi-même. Pourquoi? Parce que le tirage au sort, qu'est-ce que tu fais? T'envoies, donc par exemple dans le cas islandais, mais c'était valable par exemple pour la Convention citoyenne, t'envoies des courriers, une multitude de courriers aux personnes qui ont été tirées au sort sur des listes. Et ensuite, en fait, tu attends qu'elles répondent, quoi. Donc, tu attends qu'elles répondent, qu'elles acceptent. Et évidemment, il y a des biais sociologiques sur le profil des personnes qui acceptent. C'est-à-dire que, de fait, ce sera quand même des personnes qui auront déjà un intérêt, peut-être. Alors, par exemple, pour la Convention citoyenne, des personnes qui avaient un intérêt déjà pour les questions environnementales, qui potentiellement se sentent légitimes, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le biais d'autosélection qui existe aussi dans le tirage au sort et qu'on va essayer de contourner, notamment en utilisant des quotas, en multipliant les quotas, notamment sur l'origine sociale, sur la profession, etc. Mais c'est jamais complètement suffisant pour l'éviter. Donc même dans le tirage au sort, on a ce problème-là et je pense que c'est un problème assez universel. Donc on peut l'arranger, on peut essayer de faire en sorte d'arranger ça, mais ouais, c'est compliqué. Il faudra que je le trouve, ce truc de Viktorovitch. Si la personne veut mettre le lien dans le chat, je te ferai passer ça. Un truc qui a à voir avec ton intervention t'as un blog sur Mediapart dans lequel t'as écrit plusieurs papiers, il y en a un très intéressant sur la question du RIC. Une personne pose la question, c'est une personne qui s'appelle SuperDodo007. C'est génial. Qui dit, Twitch, c'est un monde à part, hein, il faut que tu t'y fasses. Qui dit: la représentation proportionnelle a durablement marqué l'ère mitterrandienne avec l'entrée du FN à l'Assemblée nationale. Comment lutter dans cette situation face aux dangers fascistes? Ouais. Mais en même temps, c'est un bon exemple justement de montrer que. Alors, bon, c'est pas un dispositif participatif, la proportionnalité, mais c'est un bon exemple au sens où. Moi aussi, je conclus l'article que j'ai terminé, que je conclus comme ça, c'est aussi de dire
les dispositifs participatifs, ils peuvent aussi potentiellement vous mettre face à des gens qui sont contre vos droits, quoi. Qui sont contre vos droits, ou qui sont ouvertement voilà, opposés à votre existence. Donc, oui, je sais bien, mais ça, c'est toujours la rengaine. Alors, je suis... c'est vraiment... C'est dur de répondre à ça. Moi, je suis quand même pour la proportionnelle à l'Assemblée nationale, parce que je pense que... Comment? En fait, ça me semble assez contradictoire. Soit on veut pas que le FN arrive au pouvoir, et en fait, on interdit ce parti. Soit s'il est déjà dans les institutions, si du coup les institutions républicaines acceptent son existence, bah de fait, bon, il est là. Ouais, en fait, voilà, je vais essayer de répondre le plus franchement possible. C'est que je pense que même si on mettait la proportionnelle, je pense que le RN ferait quoi, 30% peut-être. Voilà, il compte à 30% dans l'électorat, donc il serait à un tiers de l'Assemblée. Donc il n'aurait quand même pas la majorité, et donc je pense que ce serait quand même possible de lutter contre le FN de cette façon. Donc voilà, c'est mon calcul, c'est tout. Mais effectivement, c'est un pied à l'œil, quoi. C'est vraiment... Je pense, ça a à voir avec déjà une question qui est posée aussi dans le chat, qui dit: est-ce qu'il existe des outils politiques assez radicaux qui puissent ne pas être récupérés par le pouvoir? Et moi, j'ai envie de continuer cette question en disant, au fond, est-ce que c'est pas un mauvais débat? C'est-à-dire de se dire quel est l'outil, Exactement, voilà. Quel est l'outil institutionnel, quel est l'outil constitutionnel. En fait, bah justement, pour moi, ça se relie à des positionnements citoyennistes, ou alors on pourrait dire aussi, comment on dit, l'égalocentristes. Le fait de penser que... Alors non, c'est pas que ça, c'est pas de placer la loi au milieu, mais en fait, le fascisme, tu luttes pas contre le fascisme en changeant les règles du débat public, en fait. Tu le combats sur le terrain des idées, quoi. Donc, pas que sur le terrain des idées, parce qu'il faut aussi les empêcher de parler quand tu le peux, effectivement. Ouais, non, effectivement, il y a peut-être des effets auxquels j'ai pas pensé encore. Tiens, tu vois, je pense que je vais y réfléchir ce soir aussi. Il n'y a pas toujours nécessairement une réponse magique. Alors, je saute quelques questions. Il y en a une de plus historique de Bolchefeuge, grand ami de la chaîne, qui dit: est-ce qu'on connaît des exemples de démocratie représentative qui sont devenues directes? Comment ça s'est passé? Est-ce que cette représentation ne risque pas de générer une sorte de routine politique? Et combien de temps est-ce qu'il faudrait à une société pour se réapproprier le politique? C'est 3 fois la même question, mais il a peur de pas être clair. Je pense que les bons exemples là-dessus, enfin en tout cas ce que les politistes souvent ressortent de leur chapeau, c'est l'exemple suisse, quoi. Donc, d'ailleurs, en plus en Suisse, ce qui est intéressant, ça passionne les historiens aussi, parce que tu as eu un usage de tirage au sort qui venait de l'époque médiévale, qui a persisté très longtemps jusqu'au 19e siècle. Et après, par exemple, tous les outils de démocratie directe, de votation, c'est toujours des choses qui sont extrêmement vivaces là-bas, et qui appartiennent à la culture politique suisse. Ce qui est très intéressant, justement, c'est de voir qu'il y a une déconnexion, et comme ça, je relis quand même à nos discussions de tout à l'heure, parce que pour moi, à mon avis, elles sont extrêmement importantes. C'est tu peux avoir une déconnexion entre vraiment des outils, voire très avancés de démocratie directe, et qui relèvent aussi d'outils d'ailleurs qui peuvent nous rattacher aussi à une pensée anarchiste ou libertaire, et qui pourtant sont les vecteurs de, je sais pas, moi, je pense à un référendum sur l'existence des minarets, sur la limitation, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, parce que les Suisses ont refusé, ils avaient pas refusé genre une augmentation du salaire minimum, ou un truc comme ça, ou du nombre de jours fériés, il y avait des trucs grotesques. Il y a eu dans le temps, et avec récurrence, des initiatives sur l'abattage rituel des animaux, à la fois sur la base d'antisémitisme, puis plus tard sur la base d'islamophobie. Enfin, bon,
on voit le type d'initiative en tout cas auquel ça peut renvoyer. Oui, mais d'ailleurs, t'as un article là-dessus, alors je sais plus qui l'avait, qui montrait comment, je peux essayer de le retrouver à l'occasion, qui montrait comment justement l'extrême droite suisse avait vraiment utilisé la votation comme levier pour faire parler d'elle. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à avoir assez d'élus, mais par contre, du coup, au niveau de la mobilisation pour lancer des votations, ils étaient assez efficaces. Et du coup, ça leur a permis d'utiliser les votations vraiment comme porte-parole, porte-parole, ça a augmenté leur voix dans la sphère politique suisse. Donc là-dessus, je pense qu'il c'est des effets auxquels qu'il faut absolument avoir en tête quand on réfléchit à ces dispositifs. À côté de ça, il y a une dernière question, je pense qu'on va finir sur celle-là parce que c'est déjà pas mal. Sauf s'il y en a une vraiment fascinante qui tombe, quoi, mais une dernière question qui est à mon avis très intéressante parce qu'elle bouge un petit peu la focale, consiste à dire, pour éviter ces sentiments d'auto-délégitimation, d'auto-exclusion, etc., est-ce qu'il ne faut pas aussi parler d'étendre la sphère de la démocratie au sein des lieux de travail ? Oui, la personne dit, j'ai tendance à croire que les gens qui ont une forme d'expertise sur leur boulot peuvent se sentir plus légitimes, mais c'est peut-être naïf. Ouais. Non, mais il y a vraiment tout un immense champ à explorer. Alors, effectivement, moi, je connais pas assez sur la démocratie industrielle, la démocratie au travail, mais sur lequel d'autres politistes bossent. Ça a été une gêne pour moi au bout d'un moment, c'est-à-dire de voir, comme jeune chercheur, de voir les débats qu'il y avait, je sais pas comment on pourrait appeler ça, les participationnistes, les politistes qui bossent sur ces questions de démocratie participative. C'était très étonnant pour moi de voir que la question du travail n'était jamais abordée. C'est-à-dire que on parle comme ça en permanence de vouloir améliorer nos systèmes démocratiques, les meilleures procédures et tout. Et on parle de ça en ignorant totalement le fait que les gens passent la moitié de leur vie dans des structures qui n'ont rien de démocratique, du coup, qui sont extrêmement hiérarchiques, où elles doivent suivre l'avis de l'employeur. Donc si on veut penser, par exemple, la culture démocratique, on est obligé de se poser, de porter son regard sur ces questions-là. Sinon, ça me semble complètement contradictoire. Et de fait, et c'est là pour moi que ça devient aussi intéressant, c'est que ça dérive aussi, ça nous amène sur des questions qui sont même plus économiques, sur du coup la question de la possession de la propriété des moyens de production, de la décision collective dans les entreprises, etc. quoi. Et c'est rigolo parce que tu parles, ça c'est plus moi qui prends une tangente là, mais tu parles dans ton papier des Gilets jaunes et un truc qui a été frappant pour pas mal d'analystes de ce mouvement social, ça a été le fait qu'il marque aussi une époque où on se mobilise moins contre son patron, ou pour demander des choses à son patron, et plus pour demander des choses à l'État, en fait. Ce qui pourrait aussi avoir un écho, c'est-à-dire que finalement, cette démocratie au travail, elle existe à travers justement des corps intermédiaires, des syndicats, des mobilisations, des choses qui ne sont pas extrêmement, sexy. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est vrai que c'est des sujets qui sont pas forcément attirants. Mais c'est notre boulot aussi de mettre le nez de temps en temps là-dessus. Mais d'ailleurs, pour moi, ça a été une vraie torture de revenir, de regarder tous ces... de devoir m'intéresser, parce que c'est ce que j'ai fait un peu en terminant cet article. J'ai cherché des trucs notamment sur Daniel Linard, sur le management au travail. Le management et la gestion du conflit au travail. Je cherche aussi une histoire du management. C'est illisible, quoi. Les concepts, la discipline managériale, c'est un truc. C'est dur, hein. Faut le vouloir pour s'intéresser à ça, vraiment. Pour essayer de le regarder d'un œil externe. Enfin, je veux dire, c'est comme de s'intéresser au discours LREM, justement, et LREM, c'est justement un parti qui a été complètement contaminé par tout ce discours qui est rempli de mots valises, comme tu disais,
de termes qui n'ont pas vraiment de sens ou qui sont seulement performatifs, et du coup c'est très dur de comprendre ce qui se passe, quoi. Voilà. Ce qui est intéressant, parce que dans ton papier, tu montres que c'est aussi finalement de ce monde du management que viennent les fameuses solutions sur lesquelles tu as bossé. Voilà, et c'est pour ça que je me permets juste de faire le lien, voilà, avec Tout à fait. eux, comme ça me permet peut-être de clore. Je pense que c'est pas par hasard que c'est des éléments de l'ingénierie participative qui ont partie liée avec le discours managérial, avec aussi le discours du développement personnel. Voilà. Il y a le management, quand même, c'est une discipline dont l'objectif, finalement, c'est quoi? C'est de résoudre du conflit sans discuter des inégalités fondamentales dans l'entreprise, qui sont celles entre l'employeur et l'employé. Donc, c'est une façon assez subtile, hein, extrêmement, et aussi extrêmement intéressante, mais d'orienter les décisions collectives et le comportement des individus pour classifier les relations sociales sans que ça menace les hiérarchies fondamentales du monde du travail. Et le fait que ce soit utilisé du coup et que ça soit importé pour tes dispositifs cette fois qui parlent de représentation pour notre rapport à l'État et tout, moi je trouve que c'est quand même très intéressant, quoi. Ça dit quelque chose à mon avis de notre rapport à l'État. Eh ben écoute, je te propose qu'on arrête. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à en dire, mais je propose qu'on en arrête là pour cette fois, en tout cas. Je renvoie les gens que ça intéresse, en cherchant ton nom sur Google, on tombe sur ta page à l'université de Lyon 2, où il y a tes précédents articles sur l'Islande. On tombe également sur ton blog sur Mediapart. Oui, mon compte Twitter, je veux dire, pas hésiter à me contacter directement s'il y a des personnes qui ont des questions ou quoi. Enfin, moi, c'est toujours un plaisir d'en discuter. Et en attendant, avec hâte, du coup, la parution de ce numéro de mai, voilà. je ferai un petit rappel à ce moment-là pour les gens. Merci beaucoup Lionel de ton temps. Merci à toi, vraiment. C'est super de pouvoir discuter ça à bâton rompu. C'est génial. Allez, à la prochaine, je raccroche maintenant. Allez, ouais, bonne soirée à toi. Et bonne soirée à tout le monde. Et voilà pour cet entretien. Vous allez trouver, pour les personnes qui nous regardent dans le futur maintenant, qui nous regardent sur YouTube, vous allez trouver toutes les descriptions des liens, le compte Twitter de Lionel, le lien de la revue, le lien de toutes ces choses-là sur la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à plus. Le prochain épisode, il sera mardi prochain. Il sera mardi donc 23 février. On parlera d'organisation. On va parler de parti notamment. Qu'est-ce que c'est qu'un parti politique? Comment est-ce qu'on analyse ce machin-là? Et à quoi ça sert? Voilà pour les gens de YouTube. Je finis la VOD ici.